Bonjour. Bonjour. Euh, c'est bon, Oui. vous avez la visuelle. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire qui a pour thème l'ATMP de Haute-Savoie et les mesures de protection. Donc, avant de débuter, est-ce que vous pouvez nous faire un petit pouce en l'air ou un petit OK pour nous confirmer que vous avez et le visuel et le son? D'accord, donc a priori, c'est pas mal. Confirmé. Oui. OK. Donc, je vais vous préciser quelques petits rappels concernant le déroulement de ce webinaire. Donc, il va se dérouler en deux temps, un premier temps de présentation et ensuite un temps de questions-réponses. Vous avez la possibilité, au cours de la présentation, de poser vos questions dans la petite catégorie questions-réponses. Donc, elles seront répertoriées par les collègues et on pourra y répondre soit en fin de présentation, soit si c'est pertinent pendant. Bien évidemment, dans ce webinaire, aucune situation nominative ne sera abordée. Si vous souhaitez échanger sur des situations très particulières, ça pourra se faire en dehors de ce temps-là, en prenant contact avec Madame Pressé et Monsieur Tissé-Ledoux. On pourra vous transmettre leurs coordonnées. Les échanges doivent rester courtois et dans le respect des missions de chacun. Lorsque vous posez une question, essayez de regarder un petit peu l'antériorité des questions posées pour éviter les doublons et ce qui nous permettra de répondre à plus de questions. Et enfin, bien penser, lorsque le webinaire sera terminé, à quitter la vidéo puisque elle ne peut pas être générée par Teams si des personnes restent connectées. Donc voilà, donc bien penser à vous déconnecter à la fin de ce webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Florence Pressé et Quentin Tissé-Ledoux, qui sont responsables de service à l'ATMP de Haute-Savoie. Merci. En fait. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis Monsieur Tissé-Ledoux Quentin, responsable de service sur l'antenne de Crangevrier-Est à la TMP de Haute-Savoie. Et moi, je suis Florence Presset, responsable de service de l'antenne de Crangevrier-Ouest à la TNP 74. Donc, on va vous faire une présentation assez générale des mesures de protection. Alors, on ne va pas pouvoir vraiment aller dans le détail de ce qu'est une mesure de protection, et ça parle certainement à certains et certaines d'entre vous, mais on va essayer d'aller sur des points qui nous semblent importants par rapport au respect du cadre de nos missions, de ce que fait la TMP 74 et dans le temps qui nous est imparti. On va déjà commencer par vous présenter notre association. Alors, la TNP 74, c'est une association qui existe depuis 1975. On va fêter nos 50 ans. On est répartis sur toute la Haute-Savoie. On a 6 antennes sur tout le département, donc 2 antennes à Crangevrier, une antenne à Cluses, une antenne à La Roche-sur-Foron, une antenne à Thonon et une antenne à Annemasse. Actuellement, on gère du coup au 31 décembre 2024 2438 mesures. Aujourd'hui, on est plus proche des 2600 mesures. La TMP se compose de différents postes. Donc, nous avons les assistantes tutélaires, les mandataires judiciaires et les responsables de service. Et après, nous avons les postes plus transversaux avec un service juridique, un service plus dédié à la gestion patrimoniale, et puis les services support, l'informaticien, notre directrice adjointe. À savoir qu'il y a sur le schéma départemental deux associations qui font de la protection juridique des majeurs. C'est la TMP 74 et l'UDAF 74. Donc notre association est l'UDAF. Ouais. Et après, on le voit sur les mesures de protection. Pour être mandataire judiciaire délégué à la protection des majeurs, on peut l'exercer en association comme nous. On peut l'exercer en libéral, donc des mandataires privés qui sont inscrits sur la liste du procureur de la République, ou on peut l'exercer en tant que préposé d'établissement. C'est le cas, par exemple, au change ou à l'EPSM. Cette fonction, hein, elle est vraiment assez bicéphale entre un volet très juridique et un volet plutôt social, ce qui illustre en fait la diversité des profils qu'on va rencontrer qui exercent en tant que mandataire. On a à la fois des personnes qui ont un parcours juridique, qui sont par exemple juristes de formation,
ou des personnes qui sont issues du travail social, comme des éducateurs ou des éducatrices spécialisées, des assistants et assistantes de services sociaux, ou des CESF, par exemple. Du coup, le métier de MJPM regroupe ces deux types de formation. Pour exercer le métier de mandataire judiciaire, actuellement, il faut passer ce qu'on appelle le CNC, du coup, le certificat national de compétences, qui est obligatoire pour exercer le métier de mandataire, qui actuellement est en réforme et qui va être remplacé par une licence professionnelle. Pour l'instant, on n'a encore pas exactement les informations sur la façon dont ça va se faire à partir de 2027, mais c'est une évolution sur la formation obligatoire. On a décidé aussi d'illustrer un petit peu dans notre PowerPoint, dans notre présentation, les idées reçues qu'on peut avoir sur l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire délégué à la protection des majeurs et ce qu'on pense qu'on est en mission de faire dans l'exercice des mesures et qui pour autant ne nous est pas dévolu. C'est-à-dire que nous, en tant que mandataire, quand on est désigné pour exercer une mesure, on ne vient pas se substituer à la famille, on ne vient pas se substituer aux accompagnements socio-éducatifs, on ne vient pas se substituer en fait aux professionnels qui accompagnent la personne. Et c'est vrai qu'on a tendance parfois à nous attendre à des endroits où, pour le coup, nous, on n'a pas à intervenir. On ne va pas, par exemple, accompagner une personne protégée à un examen médical ou à un rendez-vous médical. On ne va pas effectuer des actes vraiment d'accompagnement au sens médico-social. À contrario, on va plutôt avoir un rôle de coordination des intervenants et des intervenantes autour de la personne protégée. Et ça, c'était important qu'on puisse le rappeler parce que c'est parfois à l'origine de crispation avec les partenaires qui pensent que, bah oui, parce qu'on est le curateur, la curatrice, le tuteur ou la tutrice de la personne, bah on va avoir à faire telle ou telle chose et que c'est normal, après tout, on a la mesure de protection. Et en fait, nous, on aime bien rappeler que ben, non, on n'est pas là pour tout faire et qu'il y a quand même des choses qui restent dévolues aux professionnels qui sont compétents pour ces missions. Et il faut aussi rappeler que la personne protégée reste une personne citoyenne et qu'à ce titre, elle peut accomplir un certain nombre de démarches seule ou accompagnée du professionnel habilité, mais pas forcément du curateur, de la curatrice ou du tuteur ou de la tutrice. Le majeur protégé, il dépend du droit commun. Donc, il peut être majeur protégé, mais il dépendra toujours du droit commun. Il a la possibilité de s'adresser à n'importe quel partenaire, à n'importe quel organisme, sans doute s'il le souhaite. Donc, ça, c'est tout à fait possible pour lui d'aller rencontrer une assistante sociale, d'avoir un rendez-vous avec une assistante sociale sans préciser qu'il est sous mesure de protection. Et même s'il est sous mesure de protection, de bénéficier du coup des aides possibles. Nous, on a un métier qui est assez méconnu, mal connu. On nous prête souvent beaucoup de pouvoirs qui ne sont pas les nôtres. Donc, on a vraiment besoin aussi de communiquer là-dessus pour expliquer quelles sont nos missions, ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire, à quel moment le juge intervient, et surtout pouvoir vous dire que nous, notre métier, c'est de faire en sorte que les partenaires soient autour du majeur protégé. On a besoin de mettre de l'étayage autour du majeur protégé parce que nous, on ne peut pas être seul et qu'on n'a pas de baguette magique, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. On n'a pas de baguette magique, on n'a pas de passe-droit, on n'arrive pas à avoir des places en EHPAD. Il y a beaucoup de choses qu'on imagine sur notre métier, mais qui, du coup, ne sont pas vraies. Voilà. Pour vous donner également une idée, et on l'a peut-être oublié dans la présentation de la TMP, mais euh, un mandataire judiciaire ou une mandataire judiciaire à la TMP, c'est 51 mesures de protection par personne sur un équivalent temps plein. Donc, c'est quand même une charge de travail assez conséquente. Avec une répartition de gens qui sont autonomes et une répartition de gens qui sont en établissement. Établissement pour personnes âgées ou établissement pour personnes porteuses de handicap. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, avec les situations que vous n'êtes pas sans connaître, des difficultés avec la psychiatrie, notamment des difficultés de manque dans les services, eh bien, tout le monde en pâtit, les majeurs protégés les premiers. Et donc, du coup, on a aussi, nous, des difficultés
sur les mesures de protection aujourd'hui, sur les ouvertures de mesures et sur les suivis qui sont très lourds et qui sont assez difficiles et on a besoin les uns des autres. Et nos équipes nous font remonter quand même pour les salariés les plus anciennes de l'association que les fonctions aujourd'hui de mandataires, ce ne sont plus les mêmes qu'avant et qu'il y a une réelle dégradation des situations qu'on peut aujourd'hui être amené à rencontrer dans les nouvelles mesures de protection qu'on ouvre aujourd'hui. Et du coup, on va rentrer de suite dans le vif du sujet et parler un petit peu voilà, de ce qu'est une mesure de protection, de comment elle est prononcée, etc., etc. On a décidé de reprendre un document qui a été réalisé par le CREAI des Hauts-de-France, qui est très bien fait, très synthétique et qui illustre en fait vraiment bien le processus du prononcé de la mesure de protection. Il est important ce document parce que pour vous, les professionnels qui accompagnent les personnes qui peuvent être amenées à être placées sous mesure de protection, on voit bien que un tiers, en effet, travailleur social, peut être amené à faire un signalement auprès du procureur de la République parce que ce professionnel estime que la personne elle a besoin d'être accompagnée au titre d'une mesure de protection. Donc, c'est vrai que c'était important de le rappeler. Ce signalement, quand il arrive sur le bureau du procureur de la République, il fait ensuite l'objet d'un traitement et le procureur va diligenter une enquête sociale auprès des partenaires de terrain, c'est très souvent les pôles médico-sociaux, et il va ensuite mandater un médecin expert inscrit sur sa liste pour qu'il puisse aller rencontrer la personne et faire une expertise médicale qui va déterminer si en effet il y a une altération des facultés qui est de nature à prononcer une mesure de protection. C'était important de vous montrer ce schéma parce que vous allez être amené peut-être à remplir aussi une requête avec la personne, l'accompagner dans la rédaction d'une requête parce que la personne peut faire seule la démarche de vouloir être placée sous mesure de protection et vous, quand vous allez l'accompagner, vous allez peut-être l'accompagner pour remplir cette requête qui n'est pas toujours évidente à remplir. Donc, c'est un CERFA, cette requête qu'on retrouve ici. Donc, un document vraiment du service public. Et on l'a illustré ici parce que il est important que cette requête elle soit remplie le plus précisément possible pour que déjà la juge elle puisse prendre sa décision sur la base des informations les plus détaillées. Et ensuite, parce que, en fait, dans cette requête qu'on n'a pas reproduite en totalité, mais en page 3, il y a vraiment une partie sur la demande. Qu'est-ce qu'on demande à la juge des tutelles? Et en fait, on a plusieurs options. On va pouvoir demander tel ou tel type de mesure de protection. Et on constate, nous, aujourd'hui, que les professionnels qui adressent des requêtes auprès de la juge ont tendance à sélectionner la sauvegarde de justice. Et c'était important qu'on puisse ici aussi vous expliquer que la sauvegarde, par sa nature de mesure temporaire et prise dans l'urgence, elle semble être un choix souvent idéal pour les professionnels et pour autant, pour nous, ça nous met souvent beaucoup plus en difficulté. On va vous expliquer pourquoi. Je passe sur les critères de mesures de protection. On va plutôt aller s'intéresser aux mesures de protection. Et en fait, voilà, la sauvegarde de justice, je te laisse en parler, Florence. Alors, la sauvegarde de justice, c'est une mesure qui est prise de manière temporaire. Elle est valable 1 an, renouvelable 1 an. Et dans la mesure de sauvegarde de justice, en fait, le juge des contentieux nous autorise à certains actes. La plupart du temps, ces actes, c'est de reprendre la main sur les comptes, de gérer les ressources et de les appliquer au paiement des charges. Souvent, enfin tout le temps, c'est ça. On est très limité. Si on a besoin de faire autre chose dans une sauvegarde de justice, il va falloir qu'on fasse des requêtes supplétives qui vont du coup nous prendre plus de temps, puisqu'il va falloir qu'on attende que le juge nous rende une ordonnance pour pouvoir actionner certaines choses. Par exemple, des fois, il y a la vente d'un bien, il y a la résiliation d'un bail, il y a une entrée en maison de retraite. Et ça, typiquement, on ne peut pas le faire puisque nous, on est limité à la gestion des comptes. Donc, il faut bien savoir que la mesure de sauvegarde de justice, quand elle est prise, parfois, on va vous faire la réponse de vous dire, là, vous nous attendez sur un type de mission particulier, mais nous, on ne va pas pouvoir y aller. Donc, il vaut mieux tout de suite demander la mesure de tutelle ou la mesure de curatelle et qu'on puisse se mettre en place sur une mesure qui soit vraiment globale, sur laquelle on va avoir plus de possibilités d'action et qui sera
qui sera tout de suite opérationnel pour le majeur protégé en fonction du besoin. Et c'est vrai que du coup, le souci de la sauvegarde de justice, c'est qu'après, il va falloir que nous fassions un rapport de situation. Il va falloir attendre que le magistrat nous convoque pour décider ensuite si on va aller sur une mesure de tutelle ou une mesure de curatelle. Et en fait, ce temps-là, souvent, il est pas gagnant pour nous, puisque du coup, entre-temps, la situation, en fonction du pourquoi on a eu besoin de la mesure de protection, elle peut se dégrader. Donc, il faut bien, au moment des requêtes, préciser du coup la nécessité de la mesure de tutelle ou de la mesure de curatelle en fonction du certificat médical établi par le médecin expert. La mesure de sauvegarde, elle sera utile dans un exemple assez précis, par exemple, d'une personne qui est en train de se faire spolier. Donc là, quand on va reprendre nous la main sur les comptes, là, ça va être utile tout de suite. Par contre, si vous avez un besoin de quelqu'un qui est en maison de retraite, qui est à domicile dans une situation de danger, il va falloir prendre des décisions sur le logement. On en parlera un petit peu plus tard, mais en tout cas, là, on ne sera pas du tout utile. Donc, il faut bien voir ce dont vous avez besoin. Si besoin, nous, à la TMP, on a le mot m'échappe, un dispositif, merci Quentin, du coup, de soutien et d'aide aux tuteurs familiaux, qui peut permettre d'orienter les gens pour des questions sur la mise en place d'une mesure de protection. Si vous avez, vous, en tant que professionnel, des questions, il ne faut pas hésiter à appeler à la TMP et nous poser la question pour savoir en amont de la mesure de demande de protection ce qui est le plus pertinent en fonction de la situation, ce qui est à faire. On sera toujours là, on vous répondra, il n'y a aucun souci. Et on voit aujourd'hui de plus en plus arriver de sauvegarde de justice pour des personnes qui sont dans des situations très dégradées, de rupture de soins, porteuses de troubles psychiques. Et en fait, très rarement les sauvegardes de justice nous sont désignées avec une protection de la personne. C'est généralement autour de protection des biens. Et pour le soin, et on fera un retour sur le consentement aux soins un peu plus tard, mais en tout cas dans les sauvegardes de justice, si la personne elle est en rupture de soins, on pourra d'autant moins agir. Et si la personne doit être protégée, il est plus utile à ce compte-là d'aller directement sur une mesure d'assistance ou de représentation que sur une mesure de sauvegarde de justice. Ensuite, donc, on a vraiment ces deux mesures phares. Les grandes mesures, c'est vraiment la curatelle avec l'assistance et la tutelle avec la représentation. La mesure de curatelle, c'est la mesure, en tout cas quand elle est renforcée, qu'on rencontre le plus souvent, nous, à la TMP dans nos mesures et en règle générale également. Elle peut être donc soit simple, la curatelle simple, c'est vraiment la personne qui va conserver un contrôle sur sa vie quotidienne, sur le compte courant, sur le budget, qui va continuer de gérer ces aspects-là. Le curateur, lui, il va avoir à gérer vraiment le patrimoine, donc les livrets d'épargne, les contrats d'assurance vie, le patrimoine immobilier s'il y en a, vraiment cet aspect plus patrimonial. La curatelle, elle peut être renforcée. À ce compte-là, le curateur, il va administrer les comptes de la personne. On va avoir ce qu'on appelle un compte de fonctionnement. Donc, on reçoit les ressources, on les applique aux dépenses et on établit avec la personne un budget. Et ce qui va permettre en fait de pouvoir fixer un excédent. Et cet excédent, il sera remis entre les mains de la personne protégée sur un compte ouvert à son nom et elle aura une carte bancaire et pourra faire les retraits, etc. C'est plus rare, mais la curatelle, en tout cas sur notre tribunal, c'est plus rare qu'il y ait des curatelles aménagées, mais c'est un dispositif qui peut exister. On est vraiment sur une personnalisation de la mesure, où là, le magistrat va décider ce que la personne protégée peut faire seule et ce que le curateur va faire pour assister la personne protégée. Cette curatelle, elle peut concerner à la fois la protection des biens, donc c'est-à-dire de tous les biens dont dispose la personne protégée, et ou la personne. Sachant que dans la majorité des cas, donc vraiment la mesure qu'on rencontre le plus souvent, c'est une curatelle renforcée au bien et à la personne, donc les deux. Pour la tutelle, on est sur une mesure de représentation, donc ça veut dire que l'altération des facultés de la personne, c'est la plus grave, c'est celle qui l'handicape le plus. La tutelle, elle implique que le mandataire judiciaire qui l'exerce peut prendre un certain nombre d'actes seul. Mais attention, là encore, à une idée reçue qui voudrait que parfois les gens pensent que quand on place les gens sous mesure de tutelle, eh ben, le mandataire judiciaire, il peut tout faire, en fait, il peut décider de tout. Et ce n'est pas le cas. Déjà, d'une part, parce que même sous tutelle, la personne protégée, elle a des droits inaliénables qu'elle va pouvoir exercer seule.
Et ensuite, parce que dans un certain nombre d'actes, et on va le voir un petit peu après, mais on ne fait pas le distinguo entre la mesure de curatelle ou de tutelle, mais on fait en fonction du discernement de la personne protégée. Et même sous tutelle, une personne peut prendre des décisions seule. Et ça, c'est important aussi de le rappeler, parce que ça vient nous impacter notamment sur les questions du soin et du logement, euh, ce qu'on va développer un petit peu après. Juste une dernière petite précision, quand les mesures sont attribuées à la TMP, on va au tribunal, on va consulter les dossiers pour voir un petit peu quelles sont les informations qu'on a sur la mesure de protection, pourquoi la mesure a été demandée, quels sont les partenaires dans la mesure. Il faut savoir que du coup, au moment des attributions de mesures auprès des mandataires, on essaye aussi de faire en fonction de l'urgence. Donc nous, l'urgence qu'on a, c'est au moment c'est à la consultation du dossier. Donc entre-temps, il s'est passé du temps, hein, parce qu'entre le moment où le dossier a été constitué, où du coup, il y a eu l'audience avec le juge, il y a pas mal de choses qui ont pu se passer. Il ne faut pas hésiter à nous contacter aussi à ce moment-là. À savoir que nous avons des listes d'attente pour les attributions de dossiers. Il y a quelques mois de ça, entre les deux antennes de cran, on avait 30 mesures en attente. Donc voilà, quand la mesure est prononcée, on n'est pas réactif tout de suite. Il ne faut pas nous attendre tout de suite en réactivité à la minute. Il faut souvent compter un mois dans le meilleur des cas, 2 ou 3 mois, ça dépend, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de demandes d'ouverture de mesures de protection. Ouais. Et d'ailleurs, bien souvent, il ne faut pas également hésiter à prévoir la demande de mesures de protection vraiment un petit peu plus à l'avance. On constate aussi chez les professionnels l'attente que la situation soit vraiment dégradée, qu'on arrive au bout des limites de ce que vous pouvez faire pour se dire, tiens, on pourrait mettre en place une mesure de protection. Parfois, ça peut aussi être préférable en amont de se dire, là, on n'est pas encore tout à fait aux limites de ce qu'on peut faire, mais on sent que la personne, elle aurait peut-être déjà besoin d'une mesure de protection. C'est important de ne pas attendre que vraiment on soit au bout du bout et que les situations se dégradent vraiment très fort pour se dire là, la mesure, elle aurait son sens. Parce que bien souvent, quand les situations sont trop dégradées, bah, nous également, on ne va pas pouvoir vraiment apporter de solutions ou de réponses satisfaisantes. Et il faut que le majeur adhère à la mesure de protection, parce que parfois, le majeur protégé, il peut avoir besoin d'une mesure de protection. Le certificat médical dit qu'il a besoin d'une mesure de protection. On constate tous autant qu'on est en tant que partenaire la nécessité de la mesure de protection, le besoin d'aide de la personne, mais si la personne n'adhère pas à la mesure, si on ne peut pas travailler avec le majeur protégé, la mesure, elle ne tiendra pas et le juge ne la maintiendra pas, du coup. Donc, on a décidé de faire un petit zoom qui fait un petit peu sens avec l'actualité du moment pour vous parler des décisions de la juge et qui sont revêtues en fait de l'exécution provisoire. C'est-à-dire que quand le ou la juge prononce une mesure de protection, elle est exécutoire directement. C'est-à-dire que même si la personne protégée, elle va vouloir faire appel de la mesure de protection, elle n'est pas d'accord, elle estime que la personne qui a été désignée pour exercer la mesure, ce n'est pas la bonne. Cette personne aurait préféré que ce soit, par exemple, son frère, sa sœur, sa mère qui exerce la mesure. Du coup, cette personne va interjeter appel du jugement, mais le jugement, il est assorti de l'exécution provisoire. Ça veut dire que nous, on va continuer d'intervenir jusqu'à ce que la cour d'appel, elle rende sa décision. Donc ça, c'était voilà, un petit éclaircissement par rapport à ça. Les mesures de protection, c'est aussi des obligations légales qu'on a dès l'ouverture de la mesure de protection. Et ces obligations légales, elles sont de deux natures et elles illustrent également ce qu'on disait un petit peu au début, du fait que, on a un métier qui est à la fois juridique et social. Et du coup, on a des obligations légales qui sont à la fois issues du Code civil et à la fois issues du Code de l'action sociale et des familles, puisque quand le métier de mandataire judiciaire délégué à la protection des majeurs, il s'exerce en association, l'association tutélaire, elle est reconnue comme un établissement social et médico-social directement issu de la loi 2002. Et ce qu'on voit en fait dans les obligations légales qui sont des obligations du Code de l'action sociale et des familles, on a une notice d'information avec un document très important qu'on appelle le DIPM, qui est le document individuel de protection des majeurs.
c'est, si vous voulez, le document qui va permettre de personnaliser la mesure, de faire pour nous vraiment du cas par cas et de voir quels sont les projets de la personne par rapport à sa mesure de protection, de vraiment lui présenter la mesure de protection, qu'est-ce que c'est, combien ça va lui coûter, parce qu'on a aussi euh, des frais de protection juridique qui sont à la charge de la personne protégée en fonction de ses ressources, et c'est un barème qui est fixé par décret. Et on a toute une partie de ce DIPM qui va se concentrer sur comment la personne est en capacité de communiquer, de se déplacer, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, quelles sont ses activités, quel est son entourage. Voilà, vraiment personnaliser la mesure, voir quels sont ses projets, pour qu'ensuite, nous, on va pouvoir intervenir au mieux et au plus près de ses attentes. Cette notice d'information, elle s'accompagne également du règlement de fonctionnement de notre association, qui est vraiment un basique des établissements sociaux et médico-sociaux, et une charte des droits de la personne protégée, puisque comme je vous le rappelais, la personne protégée, elle conserve des droits qui sont inaliénables, qui sont les siens, qui sont des droits qui vont entraîner ni assistance ni représentation. Donc on les rappelle dans cette charte. Du coup, vous avez aussi, dans le cadre de la mesure de protection juridique, les obligations légales telles que l'inventaire de patrimoine, donc l'inventaire du mobilier de la personne, de son domicile, et l'inventaire de patrimoine, de son patrimoine, compte bancaire, patrimoine mobilier, immobilier. On établit aussi un budget prévisionnel en fonction des ressources et des charges du majeur protégé, budget que l'on fait aussi avec le majeur, qui lui est partagé, et on établit aussi nos comptes rendus de gestion. Donc là, actuellement, on est en début d'année, donc on est en pleine campagne des comptes rendus de gestion. Donc le compte rendu de gestion, c'est vraiment le document comptable qui résume la gestion comptable des ressources et des charges du majeur protégé. Donc on fait ça pour tous les majeurs de la TMP. Donc c'est remis au juge des tutelles, et maintenant c'est aussi remis à des organismes de contrôle qui vont vérifier que nous appliquons bien les ressources des majeurs pour le paiement de ces charges, que nous gérons correctement le patrimoine du majeur protégé au mieux de ses intérêts. Voilà, il faut savoir que justement, du coup, comme Quentin vous parlait du DIPM, et que c'est la situation des majeurs protégés où on va les accompagner pour accomplir le plus possible le suivi de leurs projets. Les mesures de protection, c'est vraiment de la dentelle pour nous, en fait. Chaque mandataire va suivre les majeurs protégés de manière très personnalisée. On s'adapte aux majeurs protégés, on travaille avec le majeur protégé pour le majeur protégé. Il est vraiment au centre du dispositif, et c'est une dentelle quotidienne, en fait. Ce qu'on va faire avec une personne, on ne pourra pas le faire avec une autre personne, et c'est de l'adaptabilité permanente. Ce qui rend notre profession d'autant plus enrichissante. C'est vrai on a quand même une variété d'actes à prendre, et on rencontre des situations tellement différentes que même au bout de X années d'expérience, on continue de découvrir de nouvelles choses, de voir de nouvelles situations. Donc c'est vraiment un métier où on ne s'ennuie jamais. Alors, ça va très vite, mais c'est vrai qu'on découvre toujours beaucoup de choses. On est ultra chargé, on fait du juridique, on fait du patrimoine, on fait tout, on est de véritables couteaux suisses. Et voilà, on voit là le budget prévisionnel, c'est vraiment le cœur de notre métier aussi, parce qu'en fait, ce budget prévisionnel, il va permettre de pouvoir déterminer combien la personne elle peut recevoir comme argent à la semaine, à la quinzaine, au mois. Et en fait, nous, ça va nous permettre, ce budget, de s'appuyer pour pouvoir dire à des personnes qui, par exemple, auraient des conduites addictives, de leur dire non, là, on ne peut pas vous donner plus d'argent parce que votre budget, il prévoit ça, et sinon, vous allez dépenser plus que vous percevez, et ce n'est pas possible. À savoir que dans le Code civil, on a quand même une mention que le MJPM, il doit appliquer une gestion prudente et avisée. Et en fait, cette gestion prudente et avisée, c'est-à-dire que on ne doit pas prendre de risques avec le patrimoine des personnes protégées, et on ne doit pas en fait risquer d'aller endetter les personnes protégées. Et ce budget, ça va être un peu notre rempart, notre fil rouge pour pouvoir accompagner des personnes qui seraient vraiment très en demande de suppléments. Et c'est vrai que par contre, la somme qui leur est remise, c'est leur argent, et ces personnes en font ce qu'elles veulent, elles en disposent librement.
Et parfois, les partenaires ont un petit peu du mal à comprendre pourquoi une personne qui, par exemple, aurait une conduite addictive à l'alcool, eh ben, on lui laisse disposer de 80 euros à la semaine et on lui dit pas, ben non, voilà, vous aurez que 20 euros parce que sinon, on sait que vous allez boire. Ça, ce n'est pas une posture éthique et nous, on ne peut absolument pas mettre ça en place. Et donc, bah, si la personne, elle a 80 euros par semaine, elle a 80 euros par semaine. Après, c'est un travail plus éducatif, d'accompagnement, de dire à la personne, on sait que vous souffrez de conduite addictive, on sait que vous risquez d'acheter de l'alcool, de boire, et c'est un travail voilà, de sensibilisation, de dire à la personne que ce n'est pas dans son intérêt, qu'elle se met en danger, que ça va lui nuire, etc., etc. Et c'est là aussi qu'est notre mission, au-delà du budget, d'arriver à mettre autour du majeur protégé l'étayage nécessaire pour qu'on puisse arriver à quelque chose de mieux pour lui. Après, son argent personnel, il en dispose. S'il choisit de le boire, hélas, on n'aura pas la main dessus. On va faire du coup, on va parler un peu plus du suivi de la mesure de protection et on va aussi un petit peu se concentrer sur les actes qu'on prend dans les mesures de protection. Alors, on va pas vraiment aller dans le détail parce qu'on est un petit peu pris par le temps et puis c'est vraiment du juridique plus qu'autre chose, mais c'était important en tout cas de vous montrer que parmi les actes qui sont pris dans le cadre d'une mesure de protection, il y a des actes patrimoniaux, mais il y a aussi des actes extra-patrimoniaux. Et dans ces actes extra-patrimoniaux, il y a des actes personnels et strictement personnels, et que c'est là, en fait, où il y a des actes que la personne sous mesure de protection, elle va pouvoir faire seule. Par exemple, les relations personnelles que va entretenir la personne protégée avec ses proches, avec ses voisins, avec des amis, eh ben, elle est libre d'entretenir toute relation qu'elle veut avec des tiers. Pour autant, nous, parfois, on peut avoir des personnes qui accompagnent les personnes protégées ou la famille qui nous dit, ah, mais là, quand même, ils fréquentent des personnes qui sont peu recommandables, il faudrait faire quelque chose. Euh, Ben, nous, on ne pourra pas aller sur ce terrain-là. C'est pas possible. La personne, elle entretient les liens qu'elle le souhaite avec son entourage. Ça n'empêche pas de pouvoir sensibiliser et de pouvoir dire, attention, là, cette personne, peut-être qu'elle ne vous veut pas du bien, peut-être qu'il faut alerter. Mais par contre, on ne pourra pas dire à la personne protégée, là, vous ne pouvez pas vous lier avec cette personne. Donc ça, c'était voilà, important de le rappeler. Après, ça, c'est vraiment des actes qui sont prévus par le Code civil, qui sont prévus dans l'exercice de nos missions. On en a d'autres qui sont importants, de patrimoine, etc. Mais là, je pense que c'est pas pertinent qu'on s'attarde forcément dessus. Le consentement aux soins, par contre, là, c'est là aussi qu'on rencontre le plus de crispation auprès des familles, des usagers, des partenaires, des voisins, des fois aussi, de gens qui voilà, se disent parfois, mais que fait le curateur, la curatrice, que fait le tuteur, la tutrice, parce que les personnes ne se soignent pas. Et donc, c'était important de vous présenter un petit peu ce qu'est le consentement aux soins dans le cadre d'une mesure de protection. Euh, Sachant que la distinction, elle se fait pas sur la mesure de protection, elle se fait sur la capacité de consentir ou pas. Une personne qui est sous tutelle, si elle est capable de consentir aux soins, il n'y aura pas d'intervention du mandataire judiciaire. La personne sous tutelle ou curatelle qui n'est pas en capacité de consentir aux soins, là, on pourra intervenir en fait. En fait, il est important de constater dans ce schéma-là que il y a un principe d'autonomie qui est très fort et qui est vraiment laissé à la personne protégée. Et la personne, on le voit, la sauvegarde de justice, la curatelle, c'est le principe d'autonomie qui s'applique. Nous, on va pouvoir intervenir vraiment que sur un registre très précis qui est la personne qui est placée sous mesure de tutelle, pour laquelle on est désigné comme tuteur à la personne et si cette personne-là n'est pas en capacité de consentir. Donc on réduit vraiment au maximum le champ des possibles. Et là, en effet, le tuteur aura donné une autorisation, mais c'est vraiment dans des cas très précis et très minoritaires. Et il faut qu'on ait la mesure à la personne. Et il faut qu'on ait la mesure à la personne. Donc c'est vrai qu'on est de plus en plus souvent confronté quand même à, à des personnes qui sont en rupture de soins. Et pour autant, nous, on est quand même très limité. Et sauf à vraiment réunir les partenaires, les équipes qui accompagnent la personne, faire des synthèses, avoir des réflexions éthiques, on ne va pas pouvoir prendre de décision, on ne va pas pouvoir contraindre la personne. Ça, c'était important aussi de pouvoir le rappeler.
Et parfois, il nous arrive d'avoir un message en nous disant le majeur protégé est dans la salle d'opération, on attend pour l'anesthésie, il faut l'autorisation du tuteur ou du curateur. Là, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner comme ça. Du coup, quand il y a des soins qui sont programmés, il faut qu'on anticipe. Et puis, la question reste toujours la même, celle du consentement ou pas aux soins, mesure de tutelle ou mesure de curatelle. C'est souvent dans le cadre des tutelles qu'on vient nous chercher. Du coup, pour que nous, on puisse donner notre autorisation pour souvent les autorisations d'opérer, ce qu'on ne fait pas. Avec toujours un petit peu cette idée reçue que sous tutelle, le tuteur ou la Décide. tutrice décide, alors que non, on le voit pas forcément. Juste avant de passer à la slide suivante, je sais pas si on a également, pour parler du consentement en soins, évidemment, on a la possibilité pour des personnes protégées qui seraient dans une situation de crise et qui se mettraient en danger à la fois pour elles-mêmes et pour les autres, d'aller chercher les soins sans consentement. C'est quelque chose que les MJPM peuvent être amenés à faire, puisque on a la possibilité de solliciter les soins sans consentement. Alors c'est très précis et ça n'a pas toujours le répondant qu'on attend parce que les services de psychiatrie sont en crise aujourd'hui et on le sait bien et on le voit bien, hein, sur le territoire de la Haute-Savoie, il y a des fermetures de lits. Ça représente quand même un certain nombre de lits et du coup c'est aussi inquiétant pour nous, nos équipes qui se disent mais comment on va faire dans une période où on constate aussi de plus en plus de problématiques de santé mentale au niveau des personnes protégées. Pour autant, nous, on continue pour des personnes protégées qu'on accompagne et qu'on voit être en crise, soit qu'ils sont en crise à la TMP, hein, parce qu'on reçoit les personnes protégées et on peut les recevoir dans des états de crise, auquel cas, c'est vrai qu'on peut aller chercher les soins sans consentement, mais c'est dans des cas aussi, là encore, très précis et très souvent également, les personnes protégées, elles ne restent pas longtemps hospitalisées. Voilà, c'est aussi C'est souvent une le cas. C'est réalité. une réalité. Sur la fin de la mesure de protection, donc il y a plusieurs cas de figure dans lesquels une mesure de protection peut prendre fin, la mesure de protection, elle a une durée, hein, elle est fixée pour une certaine durée. Du coup, si à la date de fin de la mesure, le tribunal n'a convoqué personne et si nous, on n'a pas signalé au tribunal qu'on souhaitait réviser la mesure de protection ou que la personne protégée ne l'a pas fait non plus, il va y avoir ce qu'on appelle une caducité. Alors, c'est quand même un cas assez rare. C'est le cas le moins fréquent de fin des mesures de protection, Il arrive que certains mais ça majeurs arrive. aient bien compris le truc Voilà. de ne pas aller faire de certificat médical chez le médecin. Étant donné qu'aussi on manque de médecins traitants quand même, la caducité peut arriver. Puis si on n'a pas de certificat médical pour renouveler la mesure de protection, certains majeurs protégés l'ont bien compris. Exactement. Les personnes protégées, elles peuvent demander à n'importe quel moment de la mesure la fin de la mesure de protection. Il leur suffit d'écrire au juge ou à la juge, de faire un certificat médical de leur médecin traitant, qui dit qu'elles sont tout à fait en capacité, de gérer librement, leur vie quotidienne, leur budget et cetera. Et dans ce cas-là, le juge ou la juge nous convoque et peut décider de mettre fin à la mesure de protection par main levée. C'est, assez fréquent que les personnes protégées qui seraient, par exemple, en désaccord et qui n'adhèrent pas à la mesure aillent demander à la juge ou au juge de prononcer une main levée. En général, les éléments médicaux, quand même, maintiennent qu'ils ont une altération de leur faculté qui ne leur permet pas, de pouvoir, bénéficier de cette main levée. Mais par contre, il faut aussi reconnaître qu'il y a certaines personnes protégées avec lesquelles on a vraiment un travail d'autonomisation, heu, avec qui on travaille un projet, voilà, de main levée parce qu'en fait, à un moment donné de leur vie, elles ont été dans une période d'un peu moins bien. Voilà, un épisode dépressif, après, la perte d'un proche ou après un divorce. La personne se sent moins bien, elle perd pied, elle est placée sous mesure de protection. On arrive à retravailler petit à petit, à resécuriser. Au bout d'un certain moment, on peut travailler le projet de main levée. Ça, c'est des choses qu'on rencontre dans la réalité de nos missions aussi. Et du coup, le décès du majeur protégé, donc il faut savoir que la mesure de protection, elle est sur la tête, entre guillemets, passez-moi l'expression, du majeur protégé. Quand le majeur protégé décède, nous n'avons plus de mandat, donc on ne peut plus rien exercer. S'il y a de la famille, on voit avec la famille pour la gestion des obsèques du majeur protégé. Ensuite, nous, on informe les organismes
du décès du majeur protégé et des informations qui vont transiter par le notaire ensuite ou par un porte-fort en fonction de la situation. Mais la mesure s'arrête au décès. Nous ne prenons aucune décision sur les obsèques, nous ne signons aucun devis pour les obsèques, on n'a pas le droit, on n'a plus de mandat en fait. Et il peut y avoir la décharge du coup de la mesure de protection. Donc il y a décharge de mesure de protection quand le majeur protégé va changer de département, que du coup la mesure ne peut plus être suivie par la TMP 74, ou alors si on a pu avoir des décharges entre nos deux associations, ATMP 74, UDAF 74, parfois parce qu'il y a certaines situations qui sont trop compliquées, trop lourdes à suivre, et quand certaines situations ont tourné sur notre association, derrière, on passe à une autre association et on a besoin de passer des situations qui sont un petit peu lourdes parfois. Oui, à savoir que parmi les profils de nos usagers, on va avoir vraiment trois grandes catégories d'altération en fait, des facultés. On va avoir des personnes qui sont porteuses de handicap. On va avoir des personnes âgées qui ont des maladies neurodégénératives, du vieillissement qui font qu'elles n'ont plus la capacité de gérer seules. Et on va avoir des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Et cette dernière catégorie, c'est un peu la catégorie des personnes qui peuvent avoir le plus de troubles du comportement. Et en fait, aujourd'hui, les personnes qui souffrent de troubles psychiques à la TMP, c'est un accompagnement qui peut être vraiment difficile du fait de la nature de leurs troubles. Donc, c'est aussi important de rappeler que parfois, nous, on est face à vraiment des situations de grande violence et que ça peut nous mettre en défaut aussi, raison pour laquelle on en vient parfois à demander une décharge auprès de la juge parce que c'est plus tenable pour nos services en fait et pour nos professionnels qui doivent être en sécurité. Les situations sont tellement compliquées aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui souffrent de troubles psychiques, auxquels s'ajoutent souvent des addictions et parfois des situations de gens qui sont à la rue ou en expulsion. Et c'est vrai qu'on fait face à beaucoup de violences puisque nous, on reprend la gestion budgétaire et que souvent, on n'a pas forcément de solution tout de suite. On fait face de plus en plus à de la violence aujourd'hui dans les suivis des mesures de protection puisque c'est pour beaucoup, je trouve, la part des dossiers qu'on ouvre sur ce type de situation. Et beaucoup de violence aussi parfois de la part des familles des personnes protégées, de la part du voisinage par exemple, voilà, parce que les situations ne sont plus tenables. On comprend que ça puisse générer des crispations énormes, mais pour autant, nous, on n'est pas forcément responsable de ça, mais on est un peu des fois le recueil de la violence des On va situations. être le tiers qui va prendre ce que les autres n'ont pas pris, en fait. Mm. Et parce qu'on attend beaucoup de nous, donc, et on n'a pas forcément toujours la solution tout de suite. Des fois, ça prend du temps. Des fois, il n'y a pas de solution aussi. C'est difficile à accepter, mais c'est comme ça. Des fois, il n'y a pas de solution. Et c'est vrai qu'on est souvent le réceptacle de la violence de beaucoup de monde. Mais voilà, on est comme tout le monde, on subit un petit peu les manques de moyens alloués aux services sociaux, alloués à l'hôpital. Voilà, je crois qu'on a tenu les délais, mais plutôt pas mal. On est resté très synthétique forcément, mais c'était un peu l'idée d'aller accentuer sur certains points. Donc, on va pouvoir passer aux questions et peut-être un peu préciser certains aspects. Donc, il y a quelques questions qui sont arrivées, notamment la première, c'est est-ce que le PowerPoint pourra être partagé, le support visuel? Mais ça sera à voir peut-être. On fera une Possible, réponse à on Pamela de dira. toute façon. De quelle manière le MJPM est-elle facilitatrice dans l'accès aux soins? Oui, ça c'était en fait sur ce que ne fait pas le mandataire. En effet, il n'est pas un accompagnant du soin, et pour autant il peut faciliter. Faciliter, ça va être en fait d'aller chercher des professionnels qui peuvent nous aider. Typiquement aujourd'hui, on est reçu par le DAC 74 qui intervient quand même aussi dans des situations de personnes qui sont en rupture de soins. Aller chercher le DAC pour nous, c'est une ressource. Ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être travailler un projet de revenir à un parcours de soins. Donc ça, voilà, c'est notre travail aussi. C'est en ça qu'on peut être facilitateur. C'est dans un peu la coordination de qui est-ce qu'on va aller chercher, qui va pouvoir nous aider
dans l'accompagnement de la personne protégée. Et c'est important pour nous d'avoir des partenaires comme le DAC 74 et d'autres d'ailleurs. On travaille beaucoup quand même de plus en plus en réseau, en lien avec les partenaires, justement pour permettre d'avoir le plus d'outils à apporter à la personne protégée qui puissent lui permettre d'accéder à des services, d'accéder aux soins, etc., etc. Quels critères pour le choix de la protection entre l'ATMP ou un mandataire privé? Souvent, ça dépend de la situation du majeur protégé. Quand c'est une situation qui est vraiment trop compliquée, qui est assez lourde, où le majeur peut être, a des troubles tellement importants, peut être un peu dangereux, c'est vrai que les juges ont tendance à venir vers l'association tutélaire parce que du coup, nous, on est une structure, pour l'accueil des majeurs. Ça facilite un petit peu les choses selon aussi la difficulté de la situation. Quand, on est aussi souvent sollicité quand il y a des gros patrimoines, quand il y a des grosses gestions patrimoniales, des ventes, des successions, qu'il y a beaucoup de juridiques. On vient nous chercher aussi sur des situations comme celle-ci parce qu'on a un service juridique, et qu'on a quand même pas mal de monde autour pour éviter de laisser un mandataire judiciaire seul dans la situation. Je vous cache pas que nous, on a souvent les situations les pires, puisque du coup, nous sommes une structure, qu'on a du monde autour de nous. Donc, on vient nous chercher souvent sur les situations un petit peu les pires. Donc, le juge fait son choix en fonction de la situation du majeur, la potentielle dangerosité et puis la difficulté de la gestion de la mesure de protection. Peut-il y avoir deux mandataires différents pour la protection aux biens et à la personne? Oui. Alors, bien souvent, ce distinguo-là, il se fait en présence de familles notamment. C'est-à-dire que très souvent, le schéma, c'est de nous désigner pour ce qui est de la mesure de protection au bien et désigner un membre de la famille comme tuteur, curateur à la personne. Hein, ça va être rarement le cas. On va rarement être désigné, nous, par exemple, pour exercer la mesure à la personne seule. Et on va rarement désigner, par exemple, deux associations ou un mandataire privé et une association pour exercer conjointement des mesures de protection. C'est quand même rarement le cas. Donc, c'est très souvent ce schéma-là, c'est-à-dire la TMP, par exemple, pour nous citer, va exercer la mesure au bien et la famille va exercer la mesure à la personne. Le barème pour calculer le coût de la mesure de protection nous est-il accessible? Pour certains usagers, c'est une inquiétude réelle. Ah oui, oui, c'est accessible, hein. C'est un décret, donc en fait, il est disponible à la fois sur Légifrance et je crois qu'on le retrouve sur servicepublic.fr également. Il est mis à jour, c'est un barème type comme celui des impôts, donc il n'y a pas de souci avec des critères en fonction des ressources des majeurs protégés. Pour préciser un petit peu, à savoir que ce décret, en fait, ce barème, il est indexé sur l'allocation adulte handicapé. Donc en fait, si vous voulez, la personne protégée, normalement, ne règle pas de frais de protection juridique si elle ne perçoit que l'allocation adulte handicapé à taux plein. C'est à partir de ce seuil-là qu'on va commencer à avoir un règlement. Après, rentre en ligne de compte les ressources du majeur protégé, mais aussi son patrimoine. Si du coup, c'est quelqu'un qui a une épargne importante, qui est aussi propriétaire de biens immobiliers, ça rentre aussi en ligne de compte. Après, nous, on a des calculateurs, du coup, sur les frais de mesure de protection. Si on a les informations, on peut faire ce calcul éventuellement. Que se passe-t-il quand la personne protégée veut changer de curateur car elle n'en est pas satisfaite une fois qu'elle a envoyé sa demande au tribunal? Alors, du coup, si elle veut changer de curateur, ça veut dire qu'on est déjà, sur la gestion qui est mise en place. Alors, si la gestion est mise en place, qu'elle veut changer de curateur parce que ça se passe pas bien, elle peut écrire au juge des tutelles. Dans ce cas-là, on sera convoqué, on aura une audience chez le juge qui décidera de changer, de curateur, soit d'organisme, soit, pour un mandataire privé. Soit chez nous en interne, ça peut arriver que du coup, le majeur protégé, ça se passe pas très bien avec son curateur, on peut changer en interne chez nous, de mandataire judiciaire, ça arrive. Et puis, si, c'est le début de la mesure de protection et que la TMP a été désignée, mais que le majeur protégé aurait préféré que ce ne soit pas la TMP, à ce moment-là, du coup, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, le majeur protégé peut faire appel, de la décision, du juge des contentieux.
et demander à ce que soit désignée une autre association ou un mandataire privé. Mais en attendant, comme on vous le disait, nous, on se mettra en place puisqu'on a l'exécution provisoire de la mesure. À savoir également hein, qu'en fait, pour tout désaccord que rencontrera la personne protégée avec son accompagnement au titre de la mesure de protection, cette personne peut écrire au juge. En fait, nous, c'est en cas de conflit avec l'usager ou même juste d'un point de désaccord, on dit très souvent aux personnes protégées, voilà, n'hésitez pas à écrire au juge ou à la juge si vous n'êtes pas satisfait. Ça ne veut pas dire que ça va mettre fin à la mesure ou que ça va entraîner une décharge, mais déjà, la juge, quand elle va recevoir ce courrier, va demander nos observations très régulièrement, hein. On reçoit en fait hein, les demandes d'observation de la juge suite à des courriers qu'elle a reçus des usagers et on fait des réponses. Si vraiment le désaccord est d'une certaine gravité, on peut être amené à être convoqué devant la juge pour pouvoir s'expliquer, hein. Ça arrive aussi assez régulièrement. Mais en tout cas, il y a toujours une réponse qui est apportée. Et c'est important voilà, que la personne protégée puisse se dire, c'est pas que mon curateur qui est là, je peux aussi aller interpeller la juge si je ne suis pas satisfait, ça fait partie de ses droits. Et surtout, il faut interpeller la juge si Bien. le majeur protégé pense qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas et qu'il a besoin de réponses qu'il n'a pas. Il faut interpeller le juge des tutelles. Pour un renouvellement de mesure, faut-il un certificat circonstancié d'un expert ou bien un certificat de médecin traitant suffit-il? Ça dépend. Un renouvellement de mesure à l'identique, le certificat médical du médecin traitant sera suffisant. Alors, il faut quand même qu'il soit assez circonstancié. Si on va sur une aggravation de la mesure de protection, donc là, il va falloir un certificat médical d'un médecin expert. Si on va sur une mesure de protection qu'on va désigner sur une période plus longue que les 5 ans initiaux, il va falloir le certificat médical d'un médecin expert. Si on va sur une main levée, le certificat médical d'un médecin traitant sera suffisant. Et pour un allègement également, hein. C'est-à-dire que si par exemple une personne Oui, qui est placée sous mesure de tutelle souhaite passer sous mesure de curatelle renforcée, ou si une personne placée sous mesure de curatelle renforcée veut passer en mesure de curatelle simple, le certificat médical du médecin traitant suffit, à condition qu'il soit évidemment bien rempli. Souvent, la juge, elle tique un petit peu sur les certificats médicaux des médecins traitants qui parfois ne sont pas suffisamment étayés. En cas de décès d'une personne n'ayant aucun proche, qui gère les suites? Succession, obsèques. Alors, donc, du coup, nous, on n'a plus de mesures de protection. Normalement, enfin, on n'actionne plus rien. La seule chose que l'on peut faire, du coup, c'est écrire aux organismes et écrire, du coup, au notaire ensuite pour envoyer les informations quand un notaire sera désigné par la Chambre des notaires. Maintenant, nous n'avons pas le droit de signer les devis pour l'organisation des obsèques. Donc, c'est vrai que quand on met en place les mesures de protection, c'est jamais très drôle, mais on essaye quand même de demander aux majeurs protégés s'ils ont des choix pour leur fin de vie par rapport à l'organisation de leurs obsèques. On essaye quand même d'avoir ces informations-là. Quand il n'y a personne, normalement, c'est dévolu au maire de la commune du décès du majeur protégé de gérer les obsèques du majeur protégé. Parfois, il nous arrive, du coup, quand on a ces informations-là quand même, de prendre contact avec les pompes funèbres, de passer les informations que nous avons, que le majeur protégé nous a données sur ses souhaits et de les passer aux pompes funèbres pour que ces souhaits soient respectés. Maintenant, par contre, nous ne pouvons pas signer de devis, on peut s'engager sur rien du tout. Une association tutélaire a été poursuivie puisque du coup, un majeur protégé seul, sans famille, est décédé. L'association tutélaire a voulu bien faire les choses pour qu'il soit enterré dignement. Donc, a fait les choses, mais la famille est revenue derrière et a poursuivi l'association tutélaire puisque ce n'étaient pas les choix qu'aurait fait la famille. Donc, l'association tutélaire a été condamnée. Donc, du coup, nous, on ne peut absolument pas faire de choix sur les obsèques des majeurs protégés. Et à savoir que voilà, à la fin de la mesure de protection, en effet, on ne peut passer aucun acte. La seule requête qu'on peut adresser, c'est de désigner en fait un généalogiste pour qu'il aille en recherche d'héritiers. C'est vraiment le seul type d'acte qu'on peut encore faire. Que le juge nous autorisera à faire en cas de succession vacante, en fait. Mais sinon, nous, on ne peut rien faire. Envoyer la facture des pompes funèbres à la banque, du coup, puisque les pompes funèbres sont des
des super créanciers, comme on dit, c'est-à-dire que c'est les seuls qui sont autorisés à prélever après le décès d'une majeure, après le décès d'une personne sur son compte bancaire, mais en dehors de ça, on ne pourra plus rien faire. Ça implique que la personne, elle ait en fait les liquidités suffisantes pour assumer les frais d'obsèques. Sur une personne qui aurait 200 € sur son compte, n'aurait pas de famille, aurait rien d'autre, malheureusement et très malheureusement, il risque qu'elle soit enterrée dans le carré des indigents. En fait, on va être sur ce type de procédure. Donc là, on fait appel au maire de la commune et puis se suit la procédure avec la mairie. Après, il arrive évidemment que les personnes protégées aient souscrit des contrats obsèques. Nous, on accompagne également aussi les personnes protégées dans la souscription de contrats obsèques, justement pour garantir que leur volonté soit respectée et qu'à leur décès, elles aient déjà prévu le règlement voilà, des obsèques. Ça, c'est quelque chose que peut faire le ou la mandataire dans le cadre de ses fonctions. Alors, lors de l'entrée dans le service, notamment un SIAD, nous faisons signer un document individuel de prise en charge lorsque le bénéficiaire a une mesure de protection à qui incombe cette signature. Alors, le problème, c'est qu'il y a Document quoi de dans le prise en document de prise en charge? Le souci, c'est qu'il faudrait qu'on sache ce qu'il y a exactement dans ce type de document, parce que là, vous répondre comme ça, on ne sait pas. Alors, si c'est sur le soin, eh ben, ça va dépendre de si le majeur a sa capacité de discernement ou pas. S'il est sous curatelle, tutelle, capacité de discernement ou pas, il pourra signer. Mais après, on ne sait pas ce que contient ce type de document, c'est difficile de répondre. Oui. Après, bon, si c'est vraiment juste un accompagnement social, la personne seule, normalement, Elle peut elle signer. peut signer. Après, on ne sait pas. Ouais, il faudrait qu'on qu'on puisse voir le document de prise en charge. Après, j'ai pas souvenir qu'on soit intervenu dans la signature d'un document de prise en charge pour un SIAD ou pour. Non. C'est quand même assez rare qu'on intervienne sur ce type d'acte. Pour les patients qui ont des troubles cognitifs importants avec la mise en danger à domicile et pour qui une institutionnalisation serait plus adaptée, mais qui sont dans le refus, nous avons plusieurs situations similaires en SMR avec des familles peu présentes, voire absentes. Quelles limites comportent le consentement et le droit des patients dans ce type de situation? Nous sommes souvent bloqués pour des sorties. C'est une situation, en effet, pour laquelle on nous interpelle souvent. En fait, le choix du lieu de vie, c'est un droit très, très protégé. Et à la fois sous curatelle et sous tutelle, c'est la personne qui choisit son lieu de vie. Donc, si la personne, elle refuse d'entrer en institution, il faut tenir compte de son refus. Le seul élément qui permettra d'aller contre ce refus, c'est un certificat médical. En fait, dans la procédure, il faudra aller chercher un médecin expert qui puisse produire un certificat qui atteste que la personne, elle n'a pas sa faculté de discernement pour pouvoir prendre une décision sur le choix de son lieu de vie. Donc, autant dire que sous curatelle, ce sera quand même jamais le cas. Donc, on ne parle que vraiment de personnes sous tutelle pour le coup. Et après, on fera une requête auprès de la juge pour qu'elle statue sur le lieu de vie. Il faut que le certificat médical du médecin, donc, soit sur la capacité de discernement de la personne, précise aussi du coup la capacité de vie à domicile. Parce que du coup, est-ce qu'avec un étayage suffisant, c'est possible ou pas? Et si c'est pas possible, il va falloir aussi que ce soit précisé. Si par exemple, il y avait des aides à domicile avant, que les aides à domicile ne pouvaient plus intervenir, un service infirmier disant qu'il ne pouvait plus intervenir non plus. Il va falloir vraiment, vraiment, vraiment argumenter au maximum la requête qu'on va faire pour que le juge nous autorise à disposer du choix du lieu de vie. Et pour ça, il nous faut un maximum d'informations, éléments médicaux, éléments sociaux, si toutefois, avant l'entrée en SSR, il y avait des aides à domicile et que du coup, c'était plus possible. Un passage infirmier, il nous faut un maximum de choses parce que sinon, le juge va nous refuser. Donc, il nous faut un max d'infos, au-delà des informations médicales. Mais il faut que le médecin se prononce vraiment sur la capacité de discernement et le maintien à domicile. Si la mesure est transférée dans un autre département suite à un changement de domicile, l'AT-MP continue-t-elle à suivre la personne le temps qu'une autre situation soit nommée? Ah, Oui. Alors, en fait, dans cette procédure-là, en fait, quand la personne protégée va déménager, en général, le tribunal va se dessaisir. C'est-à-dire que nous, on adresse un courrier au tribunal informant que la personne, elle a déménagé. On demande le dessaisissement. Donc, ça veut dire que le tribunal se dessaisit
pour le nouveau tribunal territorialement compétent. Du coup, ce nouveau tribunal, il va acter de la décision et ensuite, il va désigner une autre personne sur place pour exercer la mesure de protection. Alors ça prend déjà un petit temps, hein. C'est-à-dire qu'entre le dessaisissement et la nouvelle décision du juge de désigner un professionnel, on est déjà sur quelques mois. Donc nous, on continue évidemment d'exercer la mesure de protection, puisque tant qu'on n'a pas le jugement qui nous décharge, nous, on reste, c'est l'exécution provisoire, on exerce la mesure de protection. Et après, une fois qu'on est déchargé, bah, il faut le temps après de se mettre en lien avec le ou la professionnelle qui est désigné pour exercer la mesure de protection et de passer les informations, le dossier, etc. Donc, en effet, ça peut prendre un certain temps. On est en général bien autour de 6 mois, je pense, hein. Ça dépend, ouais. Ouais. Mais souvent, ça prend quand même un Ça peu de prend temps. quand même- Après, on laisse jamais les majeurs sans rien. On s'assure toujours que les majeurs ont leur argent, Oui. puissent retirer leur argent. On s'assure quand même toujours de gérer Mm. en attendant la mise en place de la nouvelle association tutélaire ou du nouveau mandataire. Tout le temps. Donc, curatelle renforcée, faut-il les 2 signatures pour un devis? Point d'interrogation, curateur plus majeur. Ça dépend du devis. Ça dépend, hein, si c'est pour acheter, je sais pas, un achat important, parfois, une télévision ou quelque chose comme ça, bah, du coup, pas nécessairement. Après, si c'est, des choses qui sont plus importantes, je pense, parce que là, on a eu le cas notamment, sur des gros travaux de rénovation énergétique, heu, pour le bien immobilier d'un majeur protégé, du coup, ça engageait quand même pas mal d'argent. On met les 2 signatures. La signature du mandataire et la signature du majeur protégé. Systématiquement. Ça dépend du devis, ça dépend de ce qui est demandé, des sommes engagées. D'accord avec moi? Quelle est la place de la personne de confiance? Ah! Elle est importante, la personne de confiance, hein, évidemment, à savoir déjà que sa désignation, elle est soumise à un cadre légal quand même assez strict, hein. Sous tutelle, la désignation de la personne de confiance, c'est sur autorisation de la juge. Donc déjà, en fait, une personne qui est sous tutelle, si elle souhaite désigner une personne de confiance, alors à partir du moment où elle est placée sous mesure de protection, hein, si elle a désigné la personne de confiance avant d'être placée sous mesure de protection, évidemment, il n'y aura pas besoin d'une autorisation. Mais par contre, si à partir du moment où elle est placée sous mesure de tutelle et elle souhaite désigner une personne de confiance, nous, il faudra qu'on aille chercher l'autorisation de la juge. Sous curatelle, non. Et ensuite, ben voilà, s'il y a des soins, forcément, le médecin va aller se tourner vers la personne de confiance. De toute façon, on l'a vu, le consentement aux soins, pour nous, c'est quand même un registre très limité, hein. Comme on l'a dit, c'est la personne sous tutelle, pour laquelle on a la représentation à la personne qui n'est pas en capacité de consentir. Donc déjà, le champ des possibles est très limité. Et là, nous, on va avoir à autoriser, mais par contre, on va quand même tenir compte de l'avis de la personne de confiance. Question par rapport au mariage. Mmh. La personne sous mesure de protection, qui peut se marier ou C'est une question intéressante. Bien Qui sûr, a évolué. marier. En plus, qui a évolué, c'est intéressant parce que on a eu une réforme importante à partir de 2019 où, en fait, on a fait vraiment évoluer. Il y a un certain nombre d'actes qui auparavant nécessitaient une autorisation qui n'ont plus nécessité et le mariage en fait partie. C'est-à-dire qu'avant 2019, pour se marier, la personne protégée devait avoir l'autorisation, du mandataire. À partir de 2019, c'est terminé. La personne protégée peut se marier librement. Simplement, nous, on a une obligation d'être informé. Donc, c'est-à-dire que l'officier d'état civil, quand il va voir sur le registre d'état civil qu'il y a une mesure de protection, ben, il va venir nous chercher et il va nous dire, voilà, on a cette personne qui souhaite se marier, on vous informe de son projet de mariage. À partir de là, nous, on a la faculté de s'opposer au mariage, mais sur un motif légitime et sérieux. Et en fait, on engage notre responsabilité dès lors qu'on s'oppose au mariage. Donc, si vous voulez, ça va quand même être vraiment engageant pour nous. Et si on doit s'opposer au mariage, faut vraiment qu'il y ait des motifs suffisants qui le nécessitent. On parle vraiment voilà, de mariage où il y aurait potentiellement un abus de faiblesse, un risque de spoliation, etc. Après, on peut toujours travailler avec la personne protégée pour discuter de son projet de mariage, l'informer de ses droits, lui dire voilà, on a
plusieurs types de contrats de mariage. Il y a la communauté légale qui peut s'appliquer. Vous pouvez décider d'avoir un autre type de contrat de mariage. Enfin voilà, être dans une discussion pour vraiment venir l'informer et qu'elle puisse prendre la décision qui lui semble la plus légitime à une personne qui aurait un patrimoine important et qui voudrait se marier et où on pense que bah, c'est peut-être dans son intérêt de ne pas aller par exemple sur une communauté universelle où tous ses biens iraient dans la communauté du mariage. Là, ça vient parler de ça. Donc oui, on a un rôle à jouer en tout cas sur le mariage, déjà dans les conseils qu'on peut apporter à la personne protégée, et ensuite, si c'est pour défendre ses intérêts et éviter un abus de faiblesse ou une spoliation, bah, à venir s'opposer au mariage avec les risques que ça suppose pour nous d'engager notre responsabilité. Ça nous est arrivé une fois, justement, sur un risque de spoliation où on s'est opposé au mariage d'un majeur protégé. Et c'est vous en tant qu'association, là, pour le coup. Ah oui, là, c'est de- notre direction qui s'est opposée. Ouais. Avec les informations que nous, on a pu amener du suivi de la mesure de protection et la direction s'est positionnée sur une opposition à mariage. Et on informe le juge des tutelles, du coup, de la démarche, bien évidemment. Afin de faciliter la sortie d'hospitalisation pour un patient qui n'est pas en mesure de sortir sans aide ou nécessité d'une entrée en EHPAD, même si la famille est en capacité de faire la demande, n'est-il pas plus judicieux d'effectuer un signalement pour accélérer la procédure? Là, on revient. Oui, Vous l'avez. Ouais. Non, ouais, chez moi. Pas tout à Ouais. fait. Afin de faciliter la sortie d'hospitalisation pour un patient qui n'est pas en mesure de sortir sans aide ou nécessite une entrée en EHPAD, même si la famille est en capacité de le faire, n'est-il pas plus judicieux d'effectuer un signalement pour accélérer la procédure? Pour qu'une mesure de protection soit prononcée, c'est ça la demande, en fait, de faire un signalement? Alors après, mais on a beaucoup de mesures qui arrivent sur un signalement, mais le souci, c'est qu'il ne faut pas que derrière. Après, le problème aussi, c'est que les juges, elles ont énormément de demandes. Elles se font rattraper par le temps, et quand elles se font rattraper par le temps avec les certificats médicaux, elles sont coincées parfois et elles demandent des mesures de sauvegarde de justice. Et du coup, donc là, on est dans l'exemple type. Si la situation, elle est que le majeur protégé, on est sur une sortie d'hospitalisation et que le majeur protégé, il a besoin d'entrer en EHPAD et qu'il va falloir l'accompagner pour remettre en place peut-être des aides à domicile ou du soin en attendant une entrée en EHPAD, il y aura un signalement, peut-être une sauvegarde de justice, mais nous, on ne pourra rien faire. On va arriver sur la gestion des ressources et des charges du majeur protégé. Donc, en fait, le signalement va peut-être aboutir sur une sauvegarde qui, nous, ne nous permettra pas d'aider dans ce sens-là, en fait. C'est un peu la difficulté. Si la question, c'était ça. Après, voilà, oui, parce que sur la sortie d'hospitalisation, bon, après, c'est soit il y a des éléments médicaux, et en effet, sur la mise en place d'un ETH à domicile ou sur une entrée en institution, bah, déjà, il va falloir aller chercher le consentement de la personne protégée, mais sinon, on n'a pas la protection de la personne, oui, clairement, c'est pas des choses sur lesquelles on va venir pouvoir intervenir. On va pas pouvoir, non, c'est pas. Et puis là, on va avoir besoin aussi si c'est une hospitalisation, de l'aide de l'assistante sociale de l'hôpital pour se mettre en lien avec les services d'aide à domicile, peut-être des services infirmiers, parce que du coup, on aura besoin les uns des autres pour faciliter la sortie d'hospitalisation du majeur. Par contre, effectivement, si c'est pour une mesure de protection et qu'on va sur une sauvegarde, on sera coincé. C'est important aussi de prendre en considération que nous, il faut qu'on puisse connaître la situation de la personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver sur une désignation dans le cadre d'une mesure de protection et de suite prendre des actes importants qui iraient contre le choix de la personne. Je prends typiquement l'exemple des soins sans consentement. Si on est désigné dans une mesure de protection, on n'ira pas faire des soins sans consentement de suite, on n'ira pas faire demander des hospitalisations sous contrainte parce qu'on ne connaît pas la situation de la personne et que du coup, bah, on ne peut pas prendre une décision qui est quand même grave par rapport à la liberté de la personne si on ne la connaît pas suffisamment. Donc c'est important aussi qu'on puisse avoir le temps d'ouvrir la mesure, de prendre en compte les éléments personnels attachés à la personne, de connaître sa situation, sa vie. Il faut concevoir que l'ouverture d'une mesure de protection, pour nous, c'est vraiment un travail d'investigation
on a un peu ce côté enquêteur, enquêtrice. On va aller comme ça chercher des éléments dans la vie de la personne, recueillir des infos à droite, à gauche, auprès de la famille, des amis, du voisinage, des professionnels. Et il nous faut le temps qu'on puisse connaître la personne pour pouvoir prendre les décisions qui nous semblent les plus justes, parce qu'on a un devoir de neutralité, mais il faut qu'on ait tous les éléments pour pouvoir les prendre, ces décisions. Et notre intervention, elle est souvent mal vécue par les majeurs protégés qui, du coup, n'ont pas forcément toujours choisi d'avoir une mesure de protection, vont la subir plutôt qu'autre chose. Donc, si on arrive sur une mesure de protection qu'on se met en place et que derrière, on est les signataires d'une mesure de contrainte d'hospitalisation, ça va pas bien se passer. Sachant que nous, généralement, quand la mesure se met en place, elle se met en place pour 5 ans. Ça veut dire sur un travail de longue haleine avec le majeur protégé, si le départ de la mesure, il se fait là-dessus, on n'y arrivera pas en fait. C'est pas possible. Il faut qu'on puisse installer une confiance, un travail en commun, et parce qu'on a besoin de travailler avec le majeur, qu'il soit sous tutelle ou sous curatelle, on a besoin de lui, et sinon, on n'y arrivera pas. Parce que s'il n'adhère pas à la mesure de protection, la mesure, elle ne tiendra pas. Est-ce que les médecins traitants, acteurs de ville, sont sensibilisés sur le signalement des personnes vulnérables? Pas assez, je pense. En On fait, en avait parlé au juge. ouais. Alors déjà, bon, il y a une difficulté qui est nationale, hein, qui fait qu'on rencontre de moins en moins de médecins traitants, donc c'est toujours plus difficile de réussir pour les majeurs protégés qui n'en auraient pas d'avoir un médecin traitant. Et ensuite, hein, on constate, parce que nous, on a à parfois aller chercher des médecins traitants sur des situations dégradées, pour les alerter, sur le maintien à domicile, par exemple. On a de moins en moins de médecins qui se déplacent au domicile. Et on a de moins en moins de médecins qui se sentent légitimes et en capacité de remplir le fameux certificat médical circonstanciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de médecins qui nous disent non, mais moi, je ne me positionnerai pas, je ne suis pas expert de ça, ou je ne connais pas suffisamment la personne parce que ça fait 1 an que je l'accompagne, c'est tout récent et je ne peux pas en fait vous remplir votre certificat. Et de plus en plus, nous, on arrive devant la juge, soit sans certificat médical du médecin traitant parce que le ou la médecin n'a pas voulu le remplir, ou alors on est contraint d'aller chercher un médecin expert, ce qui représente un coût quand même pour la personne protégée, en l'absence de médecin. Donc ça, c'est vrai que ça nécessiterait en fait que peut-être on fasse une présentation auprès des médecins Au conseil. au conseil, ou alors en tout cas que voilà, les médecins peut-être ouais, se renseignent ou aient un support de sensibilisation par rapport en effet à la protection des majeurs. On avait alerté les juges des tutelles, parce qu'on rencontre les juges des tutelles assez régulièrement quand on va au tribunal, et au moins 1 fois par an, on rencontre tous les juges des tutelles pour faire un petit peu un point sur les situations et nos difficultés. On leur avait déjà remonté le fait que c'était pas toujours simple avec les médecins traitants par rapport notamment au côté plus psy et aux difficultés qu'on avait pour les certificats médicaux. Et à l'époque, ils en étaient tout à fait conscients, et du coup, de faire peut-être une information à leur niveau par rapport aux mesures de protection et à ce qui était attendu. Mais voilà, après, plus d'infos. Et c'est évidemment, sans blâmer les médecins traitants, on a Non, conscience non. hein, des difficultés et de la charge de travail aussi, mais c'est aussi difficile pour nous, du coup, parce parfois voilà, on est contraint par la production d'un avis médical, et c'est très souvent le médecin traitant qui en a la charge. Ça fait réagir aussi le SMR qui dit: «Nous ne sommes pas plus légitimes en SMR, nous sommes souvent au pied du mur». Mmh. Ouais. Ben, oui. Mais tous, C'est je un pense constat que partagé par beaucoup. le médico-social et le médical est en grande difficulté. Je ne vois plus de questions arriver. Peut-être bon niveau des questions. Merci beaucoup, à vous Merci. d'avoir pris le temps et d'être, venu vous présenter. Donc le replay sera accessible, d'ici une petite semaine, hein, sur, la chaîne YouTube ou sur le site du DAC. Et puis n'hésitez pas à consulter aussi, les actualités pour connaître les prochains, thèmes des webinaires. Voilà. Il y a une question. Beaucoup de remerciements, qui arrivent pour vous. Merci. Et puis, écoutez, on va vous souhaiter une belle journée. Merci. Merci, bonne Bonne journée. journée à tout le monde.